Acheter un vêtement, le porter, le laver, l'user, en acheter un autre. Ces actions font partie de notre quotidien. Mais saviez-vous que l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde ? Alors pourquoi ce secteur est-il si polluant ? Pour comprendre, mettons un jean et embarquons dans son processus de fabrication. Attention, ça donne le tournis. D'abord, prenons un jean en polyester, la fibre textile la plus utilisée. Cette matière est fabriquée à partir de plastique, donc de pétrole. Le coton, quant à lui, est principalement cultivé en Inde et aux États-Unis et nécessite beaucoup d'eau. Le coton d'un seul jean demande en moyenne 7500 litres d'eau douce, soit 50 baignoires remplies. Ce besoin est particulièrement problématique pour l'Inde et la Chine, qui souffrent d'un manque d'eau douce. Le coton est aussi la culture la plus consommatrice de pesticides. 200 000 tonnes par an sont déversées sur les champs, polluant l'air, les sols et les eaux. Au Guatemala, les femmes qui travaillent dans les cultures ont des quantités de produits chimiques dans leur lait maternel 25 fois supérieures à celles acceptées dans le lait de vache par l'OMS. Le tissu poursuit sa course pour être cousu et teint au Bangladesh, au Pakistan ou en Chine. Malheureusement, la main-d'œuvre y est souvent sous-payée et sans contrat. Les dangers sont nombreux. La silice qui sert à délaver un jean provoque des maladies respiratoires mortelles et la teinture contient des substances cancérigènes qui sont également rejetées dans les cours d'eau et polluent ensuite toute une région. Avant d'arriver dans un magasin français, il parcourt jusqu'à 65 000 km, soit 1,5 fois le tour de la Terre et souvent en avion, ce qui en fait un gros producteur de gaz à effet de serre. Nous ne parlons que d'un seul vêtement, mais multiplie ses impacts par le tourbillon de la fast fashion où on consomme beaucoup, souvent, rapidement, on achète, on jette, on renouvelle. Zara sort 24 collections par an, les quantités sont surdimensionnées, l'industrie textile jette les invendus et brade les prix. On porte nos vêtements parfois seulement 10 fois avant de les jeter et ils finissent brûlés, enfouis ou dans des décharges sauvages. L'industrie textile, c'est 200 vêtements vendus par minute, 100 milliards par an. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Le critère principal, c'est donc que ce soit un stock dormant. Ensuite, on va choisir un tissu en fonction de sa qualité, de la durabilité du produit. Par exemple, on sait que le lin, c'est extrêmement durable. Tant qu'on peut, on va privilégier du lin, des matières naturelles, qui, en plus de ça, ont un impact moindre au niveau écologique à l'usage, contrairement au polyester, par exemple, qui continue de rejeter des microplastiques. En théorie, un stock dormant, c'est encore un peu flou au niveau de la loi, mais en théorie, c'est un tissu qui est stocké dans un entrepôt, quelle que soit la raison, qui est stocké depuis 3 ans minimum. Et ça peut être un stock dormant, soit parce que y a un mini défaut sur le rouleau et que du coup, c'est tout le rouleau qui est abandonné. Soit parce que à chaque fois que les marques elles font des nouvelles productions, elles prennent une marge d'erreur, mais c'est 5%, mais 5% pour des énormes entreprises qui ont besoin de centaines de milliers de mètres, en fait 5%, c'est quand même énorme et du coup nous ça peut clairement nous suffire. Après le déstockage c'est problématique si ça devient vraiment une solution pour les usines, pour juste vendre, produire autant en fait et se dire c'est parfait en fait, maintenant il y a plein de marques d'upcycling, elles vont acheter ce qu'on même produire plus pour les marques d'upcycling en faisant croire que c'est du stock dormant. Alors SSMI, c'est le nom de l'ONG, ça veut dire Swami Sivananda Memorial Institute. Du coup, c'est l'ONG avec laquelle on travaille depuis le début, avec laquelle on a cofondé l'atelier. C'est une ONG qui existe depuis 50 ans, qui du coup agit à l'émancipation des femmes là-bas, distribue de la nourriture. Il y a une école avec 500 enfants, donc elle est implantée depuis 50 ans dans le quartier. Puis il y a 10 ans, lorsqu'on s'est rencontrés, on a décidé ensemble de créer un atelier. Donc on a co-créé un atelier et en fait ça permet d'aller chercher les femmes dans les bidonvilles, pouvoir les réinsérer petit à petit. Et du coup on a créé comme ça une chaîne de solidarité avec elles, ce qui leur permet de sortir des bidonvilles, de trouver un travail chez nous et de s'émanciper complètement. Et aujourd'hui il y a une centaine de femmes qui, via la fabrication de nos sacs, sont employées là-bas. Ça leur permet d'avoir un salaire, ça leur permet de mettre leurs enfants à l'école.
Aujourd'hui, on travaille aussi avec des ateliers qui œuvrent pour l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, qui vont réemployer des personnes qui sortent d'ateliers d'insertion. Donc c'est un peu la continuité. Et c'était quelque chose d'important pour nous de revaloriser l'humain aussi au cœur de nos productions, puisque tous nos produits sont faits dans ces ateliers-là. Certains ateliers sont vraiment spécialisés, par exemple handicap, etc. D'autres non, ça peut être vraiment un peu assez global. Voilà, des gens en marge de la société et qui viennent dans ces structures-là pour se réinsérer, pour apprendre un métier, monter en compétences. On travaille notamment avec Femmes Actives, qui se situe à Saint-Denis, donc très proche de chez nous, et Atelier Agile, qui lui se situe à Roubaix. Bon, on cherche toujours à avoir le circuit le plus court possible parce que pour nous, ça nous permet de réduire notre impact, mais aussi de mieux maîtriser toute notre chaîne de production. Et donc oui, on va toujours œuvrer pour cette proximité-là dans le choix de nos partenaires. Et par exemple, si j'ai un exemple, là on cherchait un logisticien pour gérer un peu toutes nos commandes et on a privilégié un logisticien parisien, donc avec des entrepôts à Paris. C'est un choix aussi qu'on fait avec les tissus en fait qu'on commande. On les fait pas passer par nous. Voilà. On passe la commande et ça va directement à l'atelier. Pareil pour éviter des allers-retours inutiles. Un transport un peu inutile. On travaille avec un fournisseur qui fait des emballages d'expédition en bioplastique, donc qui sont 100% biodégradables. Qui sont en amidon. Ouais, donc c'est respectueux de l'environnement, c'est biodégradable et on n'est pas sur de l'emballage plastique, surtout, plus important. Normalement, sur chaque produit, notamment quand c'est pour vendre en boutique, à chaque fois, il y a un N-tag avec le prix des infos ou quoi que ce soit. Souvent, c'est du carton. C'est pas le pire composant, mais ça reste quand même un déchet. Et là, en effet, on a fait le choix de les faire en papier ensemencé, donc avec des graines à l'intérieur. Et en fait, il suffit de le planter. Il y a des petites fleurs qui vont pousser, donc c'est clairement zéro déchet. Exactement. Oui, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et derrière, c'est de la meilleure qualité, quoi, clairement. Donc l'impact de l'industrie textile sur l'environnement ne se limite pas en fait aux phases de fabrication et de vente du vêtement. Nos vêtements continuent de polluer pendant leur phase d'utilisation et d'entretien. En fait, cette pollution, elle intervient principalement lors du lavage de nos vêtements en machine à laver. Donc lors d'une machine classique, donc on va dire 6 kg, 1h15, les vêtements peuvent libérer jusqu'à 700 000 microfibres. Ces microfibres, en fait, c'est des toutes petites particules de textile qui sont de taille inférieure à 5 mm et en fait, elles vont venir polluer nos eaux usées. Donc lorsque ces eaux usées arrivent en station d'épuration, au mieux 98% des microfibres sont filtrées et donc se retrouvent directement dans les boues de stations d'épuration qui sont, elles, épandues sur les surfaces agricoles. Le reste, en fait, est directement libéré dans l'environnement. En tant que consommateur, il est carrément possible d'agir. Déjà, si l'achat est nécessaire, on favorisera toujours la seconde main. Donc les vêtements, en fait, le premier lavage d'un vêtement, c'est le plus émetteur. Donc on peut libérer jusqu'à 10 fois plus de microfibres lors du premier lavage que lors du 10e. Donc cette seconde main permet d'éviter les premiers lavages. Il est toujours recommandé de laver à basse température, donc 30-40 degrés, et surtout de laver à pleine charge, donc pour limiter la pression de l'eau sur le vêtement. Enfin, il est important de doser correctement sa lessive et de favoriser une lessive liquide, faiblement abrasive et qui ne crée pas de déchets supplémentaires. Alors l'avantage d'utiliser une bouteille en verre, c'est qu'on n'a pas de microplastique à l'intérieur de la lessive. Toutes les études qui ont été faites ont montré que dès qu'on ajoute un liquide dans une bouteille en plastique, il y a des microplastiques qui passent dans le liquide et qui finissent effectivement par passer dans le réseau ou carrément dans le corps si on le boit. Si on boit du coca, clairement on boit du plastique.
C'est évident, toutes les analyses le montrent. Donc là, l'avantage, c'est que nous, dans une bouteille de verre, quand vous faites votre lessive, vous ne rajoutez pas des fibres plastiques en plus dans l'eau qui part avec votre linge. Donc nous sommes ici dans la micro-usine Super Flacon, qui est dans le cœur de Paris. On a implanté la micro-usine directement là où les gens habitent, au lieu de fabriquer très loin. Nous, on fabrique directement là où les gens sont implantés, ce qui nous permet de mettre cette lessive et tous les autres produits qu'on fabrique dans des flacons en verre avec un bouchon en aluminium. Donc l'avantage, c'est que le verre et l'aluminium sont absolument indouloureux pour la planète. C'est-à-dire que s'ils se retrouvent quelque part dans la nature, ça ne pose pas de problème, c'est pas polluant et c'est recyclable et réutilisable à l'infini. Contrairement à un plastique qu'on est obligé de remélanger avec du plastique ou quoi que ce soit. Ces flacons sont livrés chez les particuliers directement à vélo cargo, donc sans aucune émission. Et les bouteilles en verre sont consignées, donc on les récupère lors des livraisons suivantes, ce qui nous permet d'être sans plastique, sans camion, puisque ce flacon n'est jamais monté dans un camion, sans aucun déchet, et avec des ingrédients d'origine naturelle à plus de 99,9%. Ici, vraiment, tout est fait pour diminuer l'impact carbone au minimum. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas de transport en camion, il y a un transport en vélo uniquement, il n'y a aucun déchet, il n'y a pas de plastique. On est ici dans un environnement qui n'utilise pas de gaz. Tout est fait avec très peu d'électricité. Ce sont des mélanges qui sont fabriqués à froid. Donc, toute la méthode de fabrication et de responsabilité qu'on a autour de l'emballage est hyper respectueux. On aurait vraiment du mal à diminuer encore la baisse de l'impact carbone parce qu'on a vraiment fait tout à chaque fois pour être au minimum. Il existe des dizaines d'autres initiatives comme celle-ci, en ligne et dans beaucoup de boutiques locales. Il s'agit d'abord de connaître les enjeux derrière ce vêtement qu'on achète, qu'on lave et qu'on jette. La transition vers une mode plus responsable se fait progressivement, et les combats se mènent du Parlement européen jusque chez vous, dans votre dressing. Les clés de ce changement sont nombreuses et à la portée de tous. Des petits gestes aux grandes habitudes, pour les petits budgets comme pour les grands.